Alors, cette campagne présidentielle remet au goût du jour un terme qu'on croyait désuet, qui nous ramène un petit peu en arrière, la planification. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour Vous tout avez le monde. remarqué ça, donc Jean-Marc Vittori Les Échos. En même temps, à part Valérie Pécresse, selon vous, tous les candidats nous parlent de planification. C'est plutôt un terme, c'est plutôt à gauche, donc on entend ça chez Mélenchon, chez Jadot, chez... Oui, alors Zemmour, il parle uniquement de la planification des EHPAD, des maisons de retraite. Je ne sais pas s'il va chercher là des électrices et des électeurs, mais la planification, c'est souvent présent dans la thématique de gauche. Jean-Luc Mélenchon porte la notion de planification écologique depuis plus d'une décennie. D'autres candidats à gauche parlent aussi de planification dans leur programme. C'est le cas de Philippe Poutou, aussi de Nathalie Arthaud. Ça n'est pas très surprenant. Ça revient dans le programme socialiste. Il en est un petit peu question dans le programme de Anne Hidalgo. Ce n'était pas du tout le cas dans celui de Benoît Hamon il y a 5 ans. Donc ça revient dans le programme socialiste. C'est dans le programme communiste et avec plus d'emphase que ça ne l'était il y a 5 ans. Et puis, ça vient surtout dans le programme de Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, il n'avait pas du tout parlé de ça il y a 5 ans. Et c'est assez intéressant parce que la planification, thème à gauche, thème qui a été banni, qui est sorti du vocabulaire et qui revient en force au nom de l'écologie. Il s'agit de faire de la planification pour gérer, pour piloter la transition écologique. Qu'ici, ce terme revient entre guillemets à la mode dans la bouche des candidats. C'est surtout pour cette planification écologique. C'est ça le sujet en fait. Oui, je pense que la prise de conscience a beaucoup progressé ces dernières années. Il y a eu des étapes qui ont été importantes. Il y a eu l'accord de Paris. Il y a eu le phénomène Greta Thunberg. Il y a eu en France une pétition qui a été signée par plusieurs dizaines de milliers d'étudiants sur le thème « Si vos entreprises sont sales, on ne viendra pas y travailler ». Voilà, la prise de conscience de l'enjeu écologique a progressé. Moi, j'ai été frappé pendant l'épidémie que cette conscience reste. On aurait pu dire, bon, on s'occupera de ça après. Non, au contraire, avec l'épidémie, la conscience d'un problème écologique a encore grandi en force et en puissance. Or, cette transition écologique, qui va aussi être une transition énergétique, va nécessiter des changements absolument majeurs de production d'énergie. On voyait des éoliennes à l'instant, mais aussi d'organisation de la société, d'organisation des mobilités, d'organisation vraiment de la vie dans tout son ensemble. C'est sans doute le changement le plus important que les sociétés occidentales et le monde entier va devoir faire depuis la révolution industrielle. Et tout ça, ça ne va pas pouvoir se faire simplement avec un État qui décide d'en haut, plaf, ou simplement avec le marché, encore moins, dirais-je. Et donc, il faut des mécanismes de coordination très puissants. C'est pas vraiment de la planification, parce que la planification, c'est quand l'État décide quasiment de tout. Planification, c'est une vision à long terme, qui est portée par l'État, mais ensuite toute la question de la mise en œuvre. On a eu deux expériences, pour faire très schématique, au XXe siècle. On a eu une qui était la catastrophe, qui était la planification soviétique. Oui. Donc le Gosplan. Le Gosplan. On a tout ça à l'école. Décidait d'en haut les quantités qu'il fallait produire, les machines qu'il fallait, les femmes et les hommes qu'il fallait pour produire tout ça, et sachant que tout ça, ça allait satisfaire les besoins des consommateurs. Tout ça a été organisé de manière absolument mécanique, avec des ratés absolument effroyables. On m'a cité l'exemple des moscovites. Quand il y avait un visiteur étranger, il disait surtout apporte-moi une ampoule électrique. Et donc l'occidental disait mais pourquoi une ampoule électrique ? Il dit parce que l'unité de mesure de planification pour les ampoules électriques, c'est pas l'ampoule, c'est le nombre de watts. Et donc dans mes WC, je suis obligé d'avoir des ampoules à 500 watts comme dans tout le reste de l'appartement. C'est insupportable. S'il te plaît, apporte-moi des ampoules. Voilà. Autre exemple, les casseroles, l'unité de mesure des casseroles, c'était pas la casserole, c'était le poids. Et donc toutes les casseroles pesaient 10 kilos. Voilà. On vivait dans un univers d'absurdité absolument effroyable. Et au-delà de ces anecdotes, c'est pas un grand succès. Non, mais le système économique s'est écroulé. Et c'est la planification qui a provoqué l'échec de l'économie soviétique et, par voie de conséquence, l'effondrement du système soviétique. Ouais. Voilà. On l'a connu en France aussi après. Et puis, post-Seconde Guerre mondiale. On a connu une autre forme de planification, une planification non pas impérative, mais une planification indicative. En France, juste après les guerres, c'est le général de Gaulle qui a signé, juste avant de quitter le pouvoir d'ailleurs, il a signé la création du plan qui a été dirigé ensuite par un grand monsieur qui s'appelait Jean Monnet. Donc là, c'était une forme de planification un petit peu différente.
Et les partenaires sociaux étaient présents dans la conversation. Il y avait des syndicats, il y avait le patronat, il y avait la haute administration et les experts. En gros, 4 quarts de gens différents se réunissaient et discutaient pour essayer de voir l'objectif à long terme de l'économie française, qui était à l'époque assez simple à définir. Il y avait 2 objectifs sur lesquels il y avait un consensus très très large, qui était premièrement reconstruire le pays qui avait été détruit par la guerre, et ensuite le moderniser. Et on sait que l'économie française n'était pas très moderne et que ça avait aussi été l'une des causes de la défaite de 1940. Et donc ça a marché, mais ça a marché parce que ça embrayait sur du réel. Ces réunions, elles embrayaient sur des décisions, sur des lois, sur des projets aussi de règlement de la part de l'État. Et puis aussi, il y avait des grandes entreprises nationales qui étaient très associées à ces réflexions et qui tenaient compte, par exemple, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la sidérurgie aussi, qui tenaient compte de ces réflexions très étroitement dans leur stratégie à moyen terme. Donc ça a bien marché, mais ça a bien marché quand il fallait vraiment faire du lourd, du dur, dès qu'il a fallu aller plus vers le consommateur. Petit peu comme en URSS, le système c'est un peu délité. Qu'est-ce que l'usage de ce terme de planification nous dit de cette campagne? Est-ce que ça nous dit que c'est une forme de prise de conscience de cette transition écologique qu'il faut faire et qu'il faut faire bien et de manière planifiée? Qu'est-ce que ça nous dit au-delà de ça? Non, je crois que c'est déjà un message. C'est déjà un message très important. Je trouve que c'est bien qu'il soit porté par les politiques. Il y a aussi d'autres endroits où on parle de planification, où on n'en parlait pas forcément auparavant. Donc, il y a les think tanks qui réfléchissent à la transition énergétique, comme le Shift, qui porte ce terme très fort. Mais il y a quelqu'un, moi ça m'a frappé, parce que c'est venu aussi dans son vocabulaire, alors que ça n'y était absolument pas auparavant, et encore moins chez ses prédécesseurs, c'est chez Geoffroy Roux de Bézieux. Patron du MEDEF. Le patron du MEDEF, il parle de transition écologique et de planification écologique. Il dit qu'il faudra des formes de planification. Il l'explique d'ailleurs dans un livre qu'il a consacré au général de Gaulle. Il dit qu'il faudra de la planification écologique. Donc oui, c'est une prise de conscience et tous les acteurs doivent s'associer. Le problème ensuite, c'est comment est-ce que ça marche. Ouais. Donc je vous coupe, et c'est un peu la planification 2.0 parce que vous allez me parler du numérique qui a toute sa place aussi avec les acteurs, l'État. C'est ça. Jusqu'à présent, la planification, et encore dans les programmes des politiques, quand on les regarde d'un peu près les uns et les autres, on voit que c'est faire remonter des informations vers l'État, faire émerger aussi un consensus, et qu'ensuite l'État décidera, et qui décidera tout seul. Et on voit bien une forme de verticalité du pouvoir qui réapparaît dans ces propositions, que ça soit chez Jean-Luc Mélenchon ou chez Emmanuel Macron. On a un naturel qui revient au galop. Je crois que le grand défi de cette planification 2.0, comme vous le dites, c'est justement d'organiser ensuite la redescente, l'organisation de manière très différente, avec une implication beaucoup plus grande de tous les partenaires de cette transition. On ne pourra pas faire la transition écologique avec des décisions venues d'en haut. Il faudra une implication très forte vraiment de tous les acteurs, des associations, des entreprises, des collectivités locales, dans des formes nouvelles. On sait que ça existe un peu dans d'autres domaines. Moi, je suis intéressé par l'initiative Territoire Zéro Chômeur, où on voit qu'on a une action qui s'applique au terrain. Et c'est très important, la transition écologique, la transition énergétique aussi, de l'organiser sur le terrain avec des modalités extrêmement différentes dans les cas de figure. Et donc ça ne peut absolument pas être décrété d'en haut, comme a été faite la planification en URSS comme en France au siècle dernier. Avec les résultats que l'on sait. Voilà. La planification écologique de retour, en tout cas dans la bouche des candidats, de la plupart des candidats à la présidentielle. Merci beaucoup. Billet d'humeur, édito à lire aujourd'hui, évidemment dans Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci David.